Les sociétés coloniales à l'âge des empires. Afrique, Antilles, Asie. Années 1850 aux années 1950. Ouvrage collectif sous la direction de Jean-François Klein et Claire Lowe. Chapitre 5 de la partie 2. Les militaires en situation coloniale. De 1850 à 1950. Par Julie Dandurin. La période comprise entre 1850 et 1950 correspond en France à un moment d'expansion coloniale au cours de laquelle les militaires, relevant du ministère de la Marine ou de la guerre, ont été les principaux artisans de la conquête. Le vocable de militaire suppose a priori de s'intéresser exclusivement aux hommes de l'art, officiers, sous-officiers ou soldats, ceux que les Britanniques appellent de façon expressive les men of war. Mais outre le fait que cela ne recouvre pas tout à fait la notion de militaire, à laquelle il conviendrait d'ajouter des intendants, les médecins et les vétérinaires militaires, et tous les hommes concourant à l'organisation des armées. Il ne faudrait pas oublier que la France, ayant imposé la conscription, pratiquement tout homme a été, autour de ses 20 ans, un militaire. Cependant, en raison de la loi de 1893, délibérément restrictive, les conscrits métropolitains ne furent pas soumis à l'obligation d'un service militaire colonial. On prit par conséquent l'habitude de se contenter de volontaires, tout en complétant les corps par un recrutement local de troupes indigènes de plus en plus nombreuses. Entre 1850 et 1950, les militaires en situation coloniale représentent donc une catégorie bien particulière des sociétés ultramarines. D'une part, des officiers, sous-officiers et soldats métropolitains, le plus souvent volontaires, qui séjournent pour un temps déterminé aux colonies avant de revenir vers la métropole, et d'autre part, une partie des populations indigènes qui, sur place, reçoit une formation militaire et se fait, volontairement ou malgré elle, le passeur entre le colonisateur et le colonisé. Sur l'ensemble de la période, la part des Blancs tend à se réduire au fur et à mesure qu'augmente celle des troupes de couleur, selon l'expression alors en vigueur. Poser la question des militaires en situation coloniale revient ainsi à se demander quelle fut la nature des transmissions et des interactions entre les groupes en termes de hiérarchie et en termes humains, mais aussi de quelle manière s'effectua le contact colonial au moment des combats et à leur issue. En égard à la diversité de l'Empire et de la complexité de l'armée coloniale, il est nécessaire d'effectuer au préalable une présentation de la diversité des troupes coloniales afin de montrer ensuite comment et de quelle manière les différentes catégories militaires se sont insérées dans les sociétés coloniales. Grand 1. Les héritages du 1er XIXe siècle. Grand A. Le règne des amiraux en Asie. L'armée coloniale fut tout aussi complexe que le monde colonial. Héritage des conquêtes, elle se constitua au fil des années, sans projet d'ensemble, par adjonction successive de troupes venues soit de métropoles, soit créées dans les colonies. Dans les vieilles colonies, entre guillemets, conservées après 1815, Antilles, Guyane, Réunion, établissement de l'Inde, Saint-Pierre et Miquelon et les 4 communes du Sénégal, il existait déjà des troupes d'infanterie de marine composées d'un grand nombre de créoles, souvent volontaires et vieux soldats. L'essentiel se trouvant soit dans les corps de marine, soit dans les corps formés autour de l'armée d'Afrique. À l'instar des Britanniques et dans la tradition maritime du 1er XIXe siècle, les conquêtes se firent surtout par l'intermédiaire de la marine. En Polynésie, l'amiral Abel Aubert du Petit Thouars, 1793-1864 pour ses dates de naissance et de mort, chef de la flotte française en Océanie, annexa les îles Marquises en 1842. En Asie, la royale, entre guillemets, fut le lien naturel entre la métropole et les Français d'outre-mer, et à partir de 1858, le règne des amiraux s'imposa quand la flotte de l'amiral Rigaud de Guenouilly, 1807-1873, se décida à prendre pied en Indochine. Symbole de la projection de la puissance, la politique de la canonnière, entre guillemets, fut associée à cette période de conquête orchestrée principalement par le corps de la marine. Au-delà, ces navires à faible tirant d'eau, utilisés dans la surveillance des côtes et des fleuves, avaient surtout une fonction de transport de troupes et de matériel, de rapatriement des malades, de force de soutien dans les recherches hydrographiques, enfin. La marine ne fut cependant pas le seul représentant de l'armée en Asie. Si on s'en tient à la situation de 1884 en Cochinchine, le gouverneur avait sous ses ordres les forces de terre et de mer. Il disposait d'un conseil de défense formé du commandement supérieur des troupes, du commandant supérieur de la marine, du directeur de l'intérieur, du commissaire de la marine, du directeur de l'artillerie et d'un rapporteur désigné par le gouvernement. Prééminent, le commandement de la marine était membre de droit du conseil privé.
Ses attributions, comprenant le commandement de la station de Cochinchine, celui de l'ensemble des navires de l'Extrême-Orient, le port de Saigon et les arsenaux. À terre, les troupes étaient commandées par un général de brigade, secondé par un état-major général et la direction d'artillerie. Les troupes de terre se composaient normalement d'un régime de marche d'infanterie, de marine, formé de compagnies empruntées aux 4 régiments de l'armée. Du régiment des tirailleurs annamites, de 2 batteries d'artillerie de la marine, de détachements de canonniers conducteurs, d'ouvriers d'artillerie et de gendarmerie. Conçue initialement comme une colonie de peuplement, l'Indochine se transforma cependant bientôt en simple colonie d'exploitation, faute de candidats à l'émigration. Pour leur part, les officiers et les troupes se contentaient de 2 ans de séjour en Cochinchine, où ils revenaient très souvent affaiblis et malades. Grand B, l'armée d'Afrique. Le manque d'enthousiasme des Français pour les colonies semble marquer le pas au cours de la décennie 1870, date à laquelle les républicains, nouvellement arrivés au pouvoir, se détournent en partie du théâtre européen pour trouver dans l'expansion coloniale grandeur et puissance. Au cœur du dispositif, l'Algérie est bientôt déclarée colonie de peuplement, l'armée d'Afrique devenant aussitôt le fer de lance de la conquête. Primitivement composé du corps expéditionnaire envoyé avec quelques hésitations, on lui adjoint progressivement des troupes locales au fur et à mesure de l'extension de la conquête. Après l'occupation restreinte, entre guillemets, vient le temps d'une installation pérenne nécessitant le recours à des troupes locales. Les principes facilitant le recrutement de soldats non citoyens sont rapidement posés. La loi du 9 mars 1831 autorise le gouvernement à former, pour être employés hors du territoire de la métropole, des corps composés d'étrangers ou d'indigènes coloniaux, entre guillemets. Ainsi naît la Légion étrangère, formée uniquement de volontaires européens, mais dans la mesure où ces troupes d'élite se révèlent insuffisantes, il faut créer des unités indigènes régulières. En 1841, 3 bataillons de tirailleurs et 20 escadrons de spahis sont créés par le général Bugeaud, 1784 à 1849 pour ses dates de naissance et de mort. Quant aux zouaves, d'abord corps indigènes en 1830, ils deviennent, comme les chasseurs, exclusivement français à partir de 1841, en raison de la généralisation du service militaire qui permet d'affecter un nombre croissant d'appelés. Les obligations imposées aux Français d'Algérie, initialement soumis à un service de milice, sont alignées sur celles des conscrits de métropole à partir de la loi militaire du 21 mars 1905. 2 ans, puis 3 à partir de 1913. Le même régime est appliqué aux Français de Tunisie. Enfin, les bataillons d'Afrique, BAT-AF, sont une institution semi-disciplinaire, où sont versés les conscrits condamnés avant leur entrée au service. Dans la conception de Bugeaud, l'ensemble de ces hommes ont vocation à conquérir l'Algérie par l'épée puis la charrue, NC et Aratro, si bien que les soldats libérés de leurs obligations militaires soient attribués une terre à l'issue de leur service. En 1914, 4 régiments de zouaves, 2 régiments de légion et 5 bataillons d'Afrique tiennent garnison en Afrique du Nord. Il existe aussi des turcos, corps irréguliers turcs et arabes formés dès 1833 par les Français et qui sont régulièrement constitués en bataillons, 600 à 1000 hommes, avec l'ordonnance du 7 décembre 1841. Recrutés par voie d'engagement en Algérie et par voie d'appel de classe en Tunisie, anticipation de conscription, les Français estiment qu'ils peuvent compter sur près de 10 000 hommes à la fin du XIXe siècle, grâce à un système très intéressant de promotion sociale assurant la mobilité des emplois de lieutenants et sous-lieutenants aux indigènes. Lors de la guerre de Crimée de 1854 à 1856, un régiment de marche des tirailleurs est créé, et, le 10 octobre 1855, un décret impérial ordonne la création définitive de 3 régiments, un par province. Les spahis, anciennes troupes montées turques servant le Dey d'Alger, se perpétuent sous la forme des escadrons indigènes de l'armée d'Afrique. Attribuée de façon générique aux troupes servant en Algérie et dans les expéditions coloniales, l'appellation armée d'Afrique, qui correspond en fait à l'armée de l'Afrique du Nord, disparaît en 1873 lors de la réorganisation de l'armée métropolitaine. Durant les troupes métropolitaines, celles d'Algérie et de Tunisie, elles forment désormais un corps d'armée appelé le 19e corps d'armée, tandis que d'autres troupes apparaissent comme plus spécifiquement dédiées aux expéditions coloniales. Français, les troupes de marine. Entre les marins de l'armée d'Afrique, les troupes dites de marine tendent à devenir les troupes coloniales par excellence, c'est-à-dire des corps exclusivement affectés à la conquête. Comme souvent le système présidant à leur organisation,
trouve son origine dans des formations plus anciennes. Ainsi, faut-il se souvenir des compagnies franches détachées de la marine créées par Richelieu en 1692 ou des légions coloniales de Saint-Domingue ou Cayenne. Après avoir disparu en 1815, des troupes coloniales réapparaissent sous Louis-Philippe, avec 2 régiments d'infanterie de marine chargés d'assurer le service dans les colonies. À chaque fois, ils sont dotés d'un état-major et composés de compagnies mixtes, européennes et indigènes. En 1847, la France compte 3 régiments, de plus de 5000 hommes chacun. Avec le Second Empire, les effectifs augmentent encore. Ces troupes se développent pour former jusqu'à 4 régiments d'infanterie et un régiment d'artillerie coloniale, soit près de 25 000 hommes. Avec l'armée d'Afrique, ils sont engagés dans les corps expéditionnaires de Crimée, de 1854 à 1856, de Chine, 1859 à 1860, et du Mexique, 1861 à 1867. Subissant le scorbut et le typhus, qui les ravagent, de la fièvre jaune ou du vomito negro, qui décime en quelques jours les effectifs. Le Second Empire ne trouve pas de remède particulier à ce qui devient une des caractéristiques des coloniaux, à savoir le très fort degré de morbidité et de mortalité des troupes dû aux conditions sanitaires, au voyage et à l'entassement des hommes. De ce fait, à cause et en raison même des maladies, les troupes de marine ne connaissent pas outre-mer d'événements militaires glorieux et marquants susceptibles de symboliser l'unité et la puissance du corps. C'est paradoxalement en métropole, à Bézeille, au cours des combats près de Sedan, qu'une mythologie des troupes de marine trouve à se former, permettant de doter l'institution d'éléments fédérateurs. Le 31 août 1870, pour la première fois de leur histoire, des troupes de l'infanterie et de l'artillerie de marine, respectivement surnommées Marsouin et Bigorre, sont groupées ensemble dans la fameuse Division bleue. Mais en dépit de cette unité forgée au feu et de cette spécificité coloniale reconnue, ces troupes restent dépendantes de la marine tout au long du Second Empire. Elles commencent par apparaître comme un corps à part entière à partir des années 1880. Grand 2, l'armée de l'expansion coloniale. Grand A, Marsouin et Bigorre. C'est à l'Afrique noire que les troupes coloniales doivent leur émancipation progressive, car au moment de la conquête du Sénégal, en 1854, initiée par Faidherbe, 1818 à 1889 pour cette date de naissance et de mort, puis surtout lors de l'avancée vers le Niger en 1880, les troupes de l'armée de terre prennent davantage d'importance. Quoique largement minoritaires par rapport aux Marsouins, les Bigorre constituent le fer de lance initial des troupes de marine. Issus pour la plupart de Polytechnique, ces officiers du génie sont en effet chargés du jalonnement des postes permettant le ravitaillement des colonnes expéditionnaires. À travers la guerre coloniale et leurs fortifications, ils contribuent très largement à la réécriture de la trame urbaine du Soudan français, autrement dit l'ensemble de la boucle du Niger. Leur âge d'or correspond à la période dite des Soudanais, mise en place par le gouverneur Brière de l'île et le colonel Borny des Bordes, et poursuite par Archinard. Après la capture de Samori par le capitaine Gouraud en 1898, point d'orgue de l'occupation du Soudan, les opérations de pacification entre guillemets de la fin du siècle sont surtout assurées par les Marsouins, généralement issus de Saint-Cyr. En 1897, au plus fort de la course au clocher en Afrique entre guillemets, leurs effectifs sont relativement faibles au regard de la superficie conquise, 1 million de km². 160 officiers, 440 hommes, accompagnés de 12 officiers indigènes et de 2900 hommes de troupes, constituent les forces du Soudan français. Ce développement colonial se lie naturellement dans le choix de carrière des sous-lieutenants, tout frais et moulus de Polytechnique ou de Saint-Cyr. En 1870, les officiers optant pour l'artillerie de marine à la sortie de Polytechnique sont au nombre de 6, pour une promotion de 151 candidats entrés à l'X, ce qui représente un pourcentage de 4,25%. En 1879, les Bigorre sortis de l'école représentent plus du double de l'effectif, 8,90%. Ils connaissent une augmentation constante des effectifs tout au long de la fin du XIXe siècle. La barre des 10% a été franchie en 1890. En 1900, ils comptent pour près de 15,38% d'une promotion d'X. Le même schéma s'opère à Saint-Cyr. De l'ordre de 4,8% en 1868-1870, on passe à près de 9% en 77 à 1879 pour atteindre plus de 12% en 1882 et se stabiliser autour de 10% à la fin de la décennie 1880. Plus significatif encore, les coloniaux, qui ont à l'origine une mauvaise réputation et se recrutent dans les bas de classement, commencent à choisir vraiment la coloniale, entre guillemets, à partir des années 1890.
Cela tient à la fois aux perspectives de carrière, avancement garanti par les campagnes qui sont presque toutes des campagnes de guerre, au relèvement des soldes et à la volonté de vivre l'aventure plutôt que la vie terne des garnisons. Il en va de même pour les soldats et sous-officiers, pour qui on fait le choix d'augmenter les primes de réengagement plutôt que de développer les primes d'engagement suspectées d'attirer l'ali de la société métropolitaine. Grand B, grandeurs et servitude coloniale. L'aventure coloniale a un prix, celui de la maladie, qui tue plus certainement que la guerre, certaines campagnes étant plus dangereuses que d'autres. En 1895, à Madagascar, la morbidité est de l'ordre de 60%, la mortalité due à un défaut d'hygiène se situant autour de 25%. Globalement, les études de médecins coloniaux montrent que sur la période des grandes campagnes coloniales de 1891-1895, 10% des hommes sont tués au combat, 4,3% sont blessés, 6,6% meurent d'épidémies, fièvre jaune, choléra, peste ou, selon le jargon des médecins, de bilieuses, 20% de maladies non épidémiques, insolation, noyade, etc. et 10% sont rapatriés comme malades. Dès lors, l'armée fait des efforts dans des directions multiples. Amélioration du casernement et des postes, discours hygiéniste croissant appelant au développement de la gymnastique, création d'un service de santé de la marine dit de santé navale en 1890, mais surtout recours, comme on le verra plus loin, de plus en plus grand aux populations autochtones pour peupler les colonnes expéditionnaires. Cette difficulté à échapper aux fièvres et à y survivre suffirait à faire de n'importe quel colonial un héros. Mais le processus d'héroïsation, consciemment et savamment orchestré autour des grands chefs coloniaux, Faidherbe, Gallieni, Lyautey, Mangin, Archinard, Gouraud, a en réalité une fonction plus prosaïque. À travers eux, il s'agit d'imposer des modèles de puissance et de virilité d'hommes réputés pour leur capacité à faire céder leurs adversaires. Vis-à-vis des populations indigènes, les officiers blancs sont soucieux de proposer une figure paternelle, à laquelle s'associe naturellement un discours paternaliste, susceptible de dépasser les différences tribales et de rallier ainsi à eux les divers groupes. L'occupation des territoires, exigeant des compétences de plus en plus élargies, on demande aussi aux officiers de se faire savants, c'est-à-dire de savoir effectuer des relevés topographiques, de dresser des cartes, de participer à la délimitation des frontières. Ainsi, en est-il de Paul Tixier, 1873 à 1944 pour ses dates de naissance et de mort, géodésien à Madagascar, ou de Félix Guichard, à Mongé, de 1865 à 1919, qui participe à la délimitation de la frontière franco-siamoise en 1905. Si on voulait résumer la position des officiers coloniaux, au moins en Afrique, on pourrait affirmer sans se tromper que la plupart ont été des explorateurs avant de se transformer en administrateurs après 1895 et la création de l'AOF. La spécialisation croissante des troupes de marine, l'identité des troupes symbolisées par quelques grandes figures héroïsées à des fins de recrutement, l'expansion coloniale, justifiant leur emploi à terre, font que les troupes de marine supportent de moins en moins bien la tutelle de la marine. Grand C, troupes coloniales ou armée coloniale. Administré localement, par le sous-secrétaire d'État aux colonies, puis par le ministère des colonies après 1894. Les officiers et sous-officiers des troupes de marine sont inspectés par des officiers généraux, dépendants de la marine qui transmettent leur rapport à leur administration d'origine, ministère de la guerre, sans pouvoir faire évoluer favorablement la situation professionnelle des officiers et soldats. De façon à bénéficier d'un avancement semblable à celui de leurs camarades de métropole, les militaires en situation coloniale réclament donc, à corps et à cri, une plus grande autonomie à partir de 1890. Dans un premier temps, ils plaident pour la création d'un 20e corps, censé compléter le 19e corps installé à Alger, réclamant ainsi, par voie de conséquence, un rattachement des troupes coloniales au ministère de la guerre. En 1891, le général de Miribel, chef d'état-major de l'armée, pose un principe qui tend à s'imposer. À la flotte, les luttes sur mer, à l'armée, les luttes sur terre. Fermez les guillemets. Mais les marins trouvent en la personne du contre-amiral de Panfanteyo, sensible aux thèses du Sea Power de l'amiral américain Alfred Mahan, un ardent défenseur du maintien des troupes de marine auprès de la Royale. D'autres, comme le colonel Corbin ou Arthur Giraud, l'une des plumes éminentes du « parti colonial » entre guillemets, défendent l'idée d'un rattachement des troupes de marine auprès du ministère des colonies, qui disposerait ainsi d'une véritable armée coloniale. À la Chambre, déjà agitée par l'affaire Dreyfus, d'aucuns craignent l'émergence d'un troisième ministère militaire qui viendrait s'ajouter au département de la guerre et de la marine. Après de très longues discussions et plus de 100 projets, la loi du 7 juillet 1900
approuve un projet de création de troupes coloniales. Les anciens régiments d'infanterie et d'artillerie de marine quittent la rue Royale pour passer définitivement sous l'autorité de l'îlot Saint-Germain, où siège le ministère de la Guerre. Ils prennent alors le nom de Régiment d'infanterie et d'artillerie coloniale, réunis sous le vocable de troupes coloniales. Le statu quo s'est établi sur l'idée que les jeunes gens du contingent n'ont pas l'obligation d'aller servir dans les colonies et que les recrutements se font par voie d'engagement volontaire et de rengagement, sollicités les uns et les autres par des primes en argent et des hautes payes. La durée réglementaire des séjours varie en fonction des colonies. De 1 an dans le Haut-Sénégal et au Bénin en 1898 à 3 années ailleurs. En cas de déficit, il peut être fait appel aux volontaires de l'armée de terre ayant plus d'une année de présence au corps, les discussions préalables ayant mis en avant les effets pervers des primes d'engagement. Les nouvelles troupes coloniales alignent 20 régiments d'infanterie coloniale et 2 régiments d'artillerie. Profondément mixtes, elles comprennent des éléments français, des éléments coloniaux et des éléments indigènes. Mais en dépit des améliorations apportées par la loi, le recrutement colonial reste difficile, si bien que le réarmement de l'Europe pose la question d'un engagement massif des troupes indigènes. Grand 3, Force jaune et Force noire. Grand A, les troupes indigènes, une histoire ancienne. Le recours à l'utilisation de corps indigènes dans des armées nationales est aussi ancien que la guerre elle-même, aucune armée n'ayant jamais eu véritablement la possibilité ou l'envie de s'en passer. En Asie, les premières troupes indigènes se composent de chrétiens qui s'étaient compromis pour les Français à Tourane en 1847. Par la suite, l'amiral Charnay, 1797 à 1869, réussit à réutiliser pour partie des régiments de Don Dien, de la Basse-Cochinchine. Au-delà, le système de recrutement des indigènes s'appuie sur les mandarins, chargés de mettre à disposition des miliciens, ou matas, choisis parmi les inscrits de chaque village. Ces matas constituant la base du régiment de tirailleurs anamites, ou l'INTAP, créé par décret du 15 mars 1880. En Afrique, l'organisation d'un recrutement indigène se fait également de manière empirique, au fur et à mesure que les officiers prennent conscience des ravages des fièvres sur les troupes blanches ou des difficultés à en obtenir le financement. Faidherbe est le premier officier colonial africain à créer un bataillon de tirailleurs sénégalais. Décret du 21 juillet 1857. Il n'innove pas particulièrement puisqu'il s'inspire des légions Cafres et des compagnies noires de Guyane, et il avait existé une compagnie de tirailleurs dès 1823 au Sénégal. L'expansion impérialiste des années 1880 exige cependant d'augmenter les effectifs. En août 1884, le premier régiment de tirailleurs sénégalais est officiellement créé avec l'idée de servir d'appoint de troupes blanches encore numériquement importantes. Ainsi, en 1880, la colonne de Borgny-Desbordes comptait-elle 138 Européens pour un effectif total de 424 combattants. Globalement, chaque grand vainqueur colonial a su créer son armée indigène. Faidherbe et les tirailleurs sénégalais, Archinard et les tirailleurs soudanais, Pénequin et les tirailleurs Sakalaves, Dodds et les tirailleurs Awassa. À partir de 1887, Gallieni décide de réunir l'encadrement blanc des colonnes soudanaises et des compagnies à son strict minimum, le fixant à une moyenne de 10% de blancs, tandis qu'une norme d'un demi à un tiers de blancs s'impose en Asie. Et, comme le dit justement Jacques Frémaux, bien qu'une « ethnologie en action » soit pratiquée dans toute la boucle du Niger, ces hommes sont qualifiés de Sénégalais. De façon générique car, à la faveur des combats de plus en plus difficiles contre des troupes musulmanes, noires ou maghrébines, l'archétype du combattant noir, facile à commander, doué pour le combat, dévoué jusqu'à la mort à son chef, devient le Bambara animiste du Moyen Niger, c'est-à-dire près du Sénégal, et du Haut-Niger. Si le discours tenu à l'égard du tirailleur sénégalais est très élogieux et parfaitement sincère, cela n'empêche pas les officiers de développer une vision toute paternaliste saupoudrée d'un racisme circonstancié, multipliant sans doute trop facilement les poncifs sur le «noir» entre guillemets, merveilleusement approprié au métier militaire par sa mentalité passive, docile. Fin de citation. Néanmoins, par leur personne, par l'usage de la langue française et par les pratiques d'administration militaire qu'ils apprennent, ces soldats contribuent à unifier l'ensemble des territoires. Quoique peu nombreux, certains d'entre eux deviennent officiers subalternes, constituant ainsi pour les Blancs une élite nouvelle, chargée d'éduquer les masses. Grand B, la force noire de Mangin. En 1903, l'effectif total de l'armée coloniale est de 91 506 hommes, répartis en 4 505 officiers, 50 619 soldats européens, 36 382 soldats indigènes.
Or, les limites de la loi de 1900 se font sentir dès les projets de conquête du Maroc en 1907-1908. Devant le peu d'enthousiasme des jeunes Français à s'engager et en s'inspirant du modèle des armées romaines, le député Messimi émet l'idée de création d'une armée numide, fondée sur un service obligatoire des musulmans d'Algérie. S'il n'est pas suivi en raison des objections de la population française d'Algérie, le projet ressurgit sous une autre forme, moins d'un an plus tard avec Charles Mangin, 1866-1925 pour ses dates de naissance et de mort. Tenant compte d'un double contexte colonial et national, ce dernier multiplie les alertes sur la chute du taux de fécondité de la femme française, jugeant la dénatalité comme un véritable ennemi de l'intérieur. Craignant un déficit important des naissances face à une Allemagne de plus en plus peuplée, il conjugue son analyse métropolitaine avec son besoin d'officier colonial obligé de lutter contre les troupes marocaines dissidentes, Bled es-Siba. Ancien officier soudanais, Mangin pense pouvoir utiliser dans de bonnes conditions des tirailleurs sénégalais animistes contre les troupes marocaines musulmanes. L'engagement de 2 bataillons de Sénégalais au Maroc en 1908 ayant donné de son point de vue des conclusions encourageantes. Résumant sa pensée, il écrit à son camarade Gouraud dès février 1909. Ouvrez les guillemets. L'idée vient immédiatement d'employer en Algérie les tirailleurs sénégalais en très grande partie fétichistes et dont la fidélité est en toutes circonstances au-dessus de tout soupçon. Leur présence y serait sans doute suffisante pour rassurer les colons européens et faire tomber leur opposition au recrutement des indigènes algériens. Recrutement que l'abaissement de la natalité en France a rendu indispensable à la défense nationale. On peut même se demander si les tirailleurs sénégalais ne pourraient pas être employés en Europe. Faisant de l'Afrique une « terre à soldats » entre guillemets, Mangin assure que l'AOF peut continuer à fournir 7500 hommes par an, ce qui permettrait d'entretenir globalement 70 000 tirailleurs, dont 40 000 en Algérie. Créant de la sorte un mythe parfaitement analysé par Marc Michel, l'officier exagère quelque peu les données dont il dispose. Mais l'amplification tient aussi à l'action des parlementaires proches du « parti colonial » entre guillemets, Eugène Étienne, Messimi, le gouverneur général Ponty, qui réclame la discussion d'un projet de loi sur la création d'un nouveau corps de 20 000 hommes stationnés pour moitié en Afrique occidentale et en Algérie-Tunisie pour régler l'affaire du Maroc. Car l'essentiel se trouve là. Le projet de « force noire » entre guillemets a moins pour objet de trouver un complément des troupes métropolitaines, c'est là un objectif lointain en 1909, que de permettre l'occupation du Maroc. Ce faisant, il confirme une tendance consistant bien à substituer une force blanche à une force noire, c'est-à-dire plus clairement de transposer aux troupes noires le fameux « impôt du sang » entre guillemets, la question de cet engagement militaire posant en réalité sur celui de la reconnaissance nationale, autrement dit l'attribution ou non de la nationalité française. Or, c'est bien là la limite de l'ouvrage de Mangin, la Force Noire publiée en 1910, car il n'en dit mot. En revanche, son ami Panequin pose de façon plus nette la question de la formation d'une armée et de l'indépendance des peuples. Grand C, Penquin et la Force Jaune. En raison de son expérience coloniale en Indochine et à Madagascar, Théophile Penquin, 1849 à 1916 pour ses dates de naissance et de mort, a très tôt l'idée de créer une « armée jaune » entre guillemets, susceptible de vaincre le péril jaune, constitué par l'expansion chinoise. Camarade de promotion de Gallieni, 1849 à 1916, il appartient à cette catégorie d'officiers qui, à l'instar d'Auguste Pavie, 1847-1892, pense qu'il est plus facile de gagner les cœurs et les esprits des peuples d'Indochine plutôt que de s'imposer systématiquement par la force. De ce fait, il sait recourir aux populations locales en jouant sur les particularismes ethniques. Son analyse ne se fonde pas seulement sur des considérations intellectuelles et prospectives, mais sur son expérience de colonial. Dès 1884, il recourt à la formation d'une compagnie Makua dans la baie de Nosy-Bé, où à la mise au point d'une compagnie Sakalave de 100 hommes à Madagascar l'année suivante, avec laquelle il combat avec succès les 12 000 hommes du Britannique Shervington. Par la suite, sa lutte contre la piraterie dans le Haut-Tonkin l'impose définitivement auprès de ses chefs comme un spécialiste de l'Indochine, et il se fait, avant Gallieni, le promoteur du fameux principe de la tache d'huile entre guillemets. En 1895, substituant aux troupes de la Légion étrangère les miliciens laotiens ou anamites, il tend à prouver que les anamites peuvent constituer des troupes d'élite. À partir de 1904, devenu général de division, il déploie une grande activité pour réclamer une intensification du recrutement local des troupes, estimant notamment, dans la lignée du « Rôle colonial de l'armée », publié par Lyautey en 1900, que les officiers coloniaux doivent accompagner le développement d'une pensée nationale chez les indigènes, seule garante d'un engagement militaire efficace. Poussant son analyse jusqu'au bout de sa logique, Panequin envisage sereinement la constitution d'armées entièrement nationales.
cambodgienne, annamite, etc., estimant que l'indépendance est de toute façon inéluctable. S'appuyant sur le précédent américain aux Philippines, il pense que le maintien de l'influence française en Asie passe nécessairement par le développement de l'instruction et l'accompagnement à l'autonomie, sinon à l'indépendance des peuples. Aussitôt, il se heurte à une véritable levée de bouclier, tant de la part des colons que de sa propre hiérarchie, qui le regarde à partir de ce moment-là comme un officier iconoclaste et potentiellement dangereux. Néanmoins, accompagné par des hommes de bonne volonté entre guillemets tels Albert Sarraut, 1872 à 1962, il propose dès 1911 un projet d'armée jaune, estimant possible de former un corps de 170 000 hommes, 85 000 hommes d'actifs et autant de réserves, doublé d'une formation intensive de cadres indigènes à Saint-Mexan. En dépit des soutiens dont il dispose, le comité consultatif de défense des colonies enterre son projet. Naturellement, la Grande Guerre redonne du crédit aux propositions de Mangin et de Pénequin, tout en modifiant considérablement les termes de l'analyse. Désormais, il s'agit d'utiliser les troupes de couleur pour un engagement massif en Europe, nécessitant d'évaluer d'une part les modalités d'un tel recrutement, d'autre part leur capacité de résistance sur le théâtre européen. Mangin se fait de nouveau le porte-parole de la force noire, tandis que Pénequin trouve de nouveaux relais auprès de l'Assemblée nationale. Pierre Massé, Agent et Maurice Bernard. Conclusion. Les deux guerres mondiales donnent une importance croissante aux « troupes de couleur » entre guillemets, qui effectuent un service non plus en situation coloniale mais principalement en Europe. Plus de 200 000 d'entre eux sont engagés en France entre 1914 et 1918, auxquels il conviendrait d'ajouter les quelques 30 000 créoles des vieilles colonies et l'ensemble des travailleurs indo-chinois et malgaches. À l'issue du conflit, encadrés par plus de 5 000 officiers, les troupes indigènes, 132 250 hommes, sont surtout affectées au Levant et dans le Rif, mais également en France, devenant au fil des années de plus en plus une armée de complément, que l'on songe à utiliser seulement en appoint, tandis que localement, en Afrique ou en Asie, une défiance de plus en plus grande s'instaure à l'encontre du service militaire. En dépit des efforts des chefs de la coloniale pour obtenir une valorisation politique et financière des troupes coloniales, ces dernières deviennent de plus en plus les auxiliaires de l'armée française. Les projets de fusion de l'armée coloniale avec l'armée nationale, entrepris pendant la Deuxième Guerre mondiale, échouent, reléguant les militaires coloniaux au statut d'outils militaires, utilisés prioritairement pour la métropole, de façon secondaire pour l'Union française. Tout cela alimente largement le nationalisme des élites africaines et indochinoises qui, le moment venu, estiment que le départ des troupes d'encadrement françaises est nécessaire et inéluctable. Chapitre 6. L'Inde des campagnes au dernier siècle de la colonisation britannique, 1860 à 1950, par Jacques Pouchepadas et Anne Viguier. Introduction. Au milieu du XIXe siècle, les ruraux représentaient environ 90% de la population de l'Inde britannique. À l'indépendance, l'Union indienne et le Pakistan étaient d'abord des nations paysannes. D'après les données du recensement de 1951, près de 300 millions d'Indiens vivaient dans 560 000 villages, soit presque 5 Indiens sur 6. 7 Indiens actifs sur 10 travaillaient toujours dans le secteur primaire agricole, qui fournissait chaque année 48% du revenu national. Est-ce à dire que la période coloniale modifia finalement assez peu les équilibres économiques du monde indien ? En fait, pour les campagnes, les évolutions furent contrastées. De la révolte des Sipais de 1857 jusqu'à la Première Guerre mondiale, la conjoncture paraît plutôt favorable, avec une poursuite de l'expansion de l'espace cultivé amorcée dans la première moitié du XIXe siècle, une hausse lente et continue des prix agricoles et la création de vastes infrastructures. Il y eut cependant plusieurs grandes famines, qui témoignèrent de la fragilité persistante de l'économie agraire. Après la Grande Guerre, les tendances générales dans le monde rural devinrent nettement défavorables, avec l'accélération rapide de la croissance démographique, la chute du revenu par tête et l'aggravation des disparités sociales. Certes, ce siècle se caractérise par des formes de modernisation induites par la colonisation mais aussi par la conjoncture internationale dont l'impact se fit de plus en plus sentir dans les campagnes du fait de l'englobement progressif de l'agriculture dans l'univers du marché. On assiste aussi à un éveil du monde paysan, qui participe dans des formes inédites au mouvement nationaliste. Mais ces changements ont-ils concerné l'ensemble du monde des campagnes, dans un territoire marqué par la diversité des milieux et la complexité des situations héritées ? De quelle manière les hiérarchies sociales se sont-elles trouvées bousculées par les changements à l'œuvre ? En l'absence d'un développement massif de l'éducation, comment les paysans ont-ils saisi les opportunités offertes et résisté aux crises et aux formes d'oppression qu'ils subissaient ? Le poids de la conjoncture dans les campagnes est décisif. Entre les années 1860 et 1950, elle fut marquée par une croissance discontinue, en partie liée à la conjoncture économique internationale.
La commercialisation paysanne fit alors des progrès décisifs, faisant entrer, quoique d'une manière incomplète, le village indien dans le monde moderne du marché. Ceci s'explique en grande partie par une modification profonde, imposée par la codification coloniale des relations spécifiques entre l'homme et la terre qui existaient dans le monde indien. La définition de la propriété foncière, l'établissement de contrats de location, l'ébauche d'un marché de la main-d'œuvre modifièrent les priorités des exploitants agricoles, offrant de nouvelles garanties et stimulant le crédit pour les mieux placés, mais fragilisant aussi la masse des paysans sans terre. Les différenciations sociales s'en trouvèrent souvent accentuées. Il faudra alors nous demander pourquoi la participation souvent massive du monde des campagnes à l'agitation nationaliste entre 1919 et 1947, si elle favorisa l'émancipation politique, ne conduisit pas à une révolution sociale. Grand 1. Une conjecture économique semée de crises profondes. Grand A. La conjecture agraire. La population de l'Inde resta essentiellement rurale entre la fin du XIXe siècle et le milieu du XXe siècle. Cette population vivait, à plus de 70%, de l'agriculture ou de l'élevage. Le monde des campagnes est donc d'abord un monde agricole. Cette répartition demeura quasiment stable, ce qui constitue un indice significatif de stagnation économique. Elle eut pour conséquence, dans le monde agricole, une augmentation considérable, en chiffres absolus, de la charge démographique pesant sur la terre, puisque la population indienne augmenta de 52% en 70 ans. L'expansion de la surface cultivée, entamée dès la première moitié du XIXe siècle, se poursuivit dans la seconde moitié puis s'essouffla peu à peu, notamment parce que les fronts pionniers avançaient alors dans des zones de moins en moins fertiles. Ce ralentissement ne fut pas compensé par une hausse des rendements. La hausse rapide des rendements des cultures commerciales fut en effet largement annulée par la baisse continue de ceux des cultures alimentaires, largement majoritaires. Cette faiblesse vient en grande partie du progrès très limité des techniques agricoles. En 1951, il y avait toujours 30 fois plus d'arères que de charrues dans les campagnes de l'Inde. L'usage d'engrais restait souvent impossible faute de capital et la recherche agronomique peu développée. L'intervention de l'État permit cependant d'étendre une irrigation pérenne. À la fin du siècle, une politique de grands travaux fut lancée, avec la construction de nouveaux canaux dans l'Oud, l'Orissa, le Sindh et surtout le Punjab. L'irrigation pérenne, à l'indépendance, couvrait un quart de la surface cultivée. Mais cette forme d'irrigation par canaux provoqua de graves effets secondaires, notamment une aggravation de la salinité des sols et le développement de la malaria. Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, la famine resta un risque majeur dans toute l'Inde. Entre 1860 et 1900, 5 grandes famines entraînèrent une des hécatombes les plus dramatiques de l'histoire de la planète à cette époque, faisant entre 1 et 5 millions de victimes à chaque fois. Pourtant, ces crises de subsistance, en partie liées à des accidents climatiques, cessèrent ensuite de constituer un risque démographique majeur. L'essor des transports intérieurs et les mesures de prévention prises par le gouvernement colonial expliquent cette régression spectaculaire des famines. Celle qui frappa le Bengale en 1943 fut davantage une conséquence de la guerre qu'une crise de sous-production agricole. Le mouvement des prix agricoles, dont l'impact fut de plus en plus grand avec l'essor de la commercialisation des produits agricoles, fut marqué d'abord par une période de hausse des prix dans la seconde moitié du XIXe siècle, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Après une phase de stagnation, la chute des prix fut particulièrement brutale lors de la Grande Dépression. Cette crise pesa lourdement sur tous les paysans et s'accompagna d'une forte contraction du crédit. La reprise fut lente, jusqu'à l'accélération de l'inflation à partir de 1942. Grand B, l'essor du marché. Sur fond de conjoncture agraire contrastée, l'Inde rurale poursuivit la lente transition vers la commercialisation et l'univers moderne du marché entamé dans la première moitié du XIXe siècle. L'extension des réseaux de communication fut remarquable. La construction du réseau ferroviaire indien commença en 1853. En 1920, il atteignait le 4e rang mondial. Le développement du télégraphe permettait une circulation nouvelle de l'information économique, tandis que l'ouverture du canal de Suez réduisit la durée et le coût des échanges maritimes avec l'Occident. Peu à peu, un marché intérieur se constitua, ouvrant davantage l'agriculture indienne à l'influence du marché international. Ainsi, on observe dans la plupart des provinces une atténuation des fluctuations saisonnières des prix agricoles. La part des produits agricoles mis sur le marché s'accrut, avec des modalités qui n'étaient pas forcément favorables aux producteurs. En général, la commercialisation passait par des marchands-prêteurs ruraux qui fonctionnaient en réseau avec les commerçants urbains. Bien souvent, le paysan vendait une partie de sa récolte, conservant la plus grande part pour sa subsistance, sous la contrainte de l'endettement. Dans le cas des grandes cultures commerciales non alimentaires, le système était un peu différent. Pour les oléagineux et le tabac, la commercialisation suivait les mêmes processus que pour le riz ou le blé.
Le négoce de l'opium, par contre, jusqu'à son interruption en 1907, était un monopole de l'État, la rémunération des paysans étant fixée par la Régie de l'opium. L'indigo, qui disparut après la Première Guerre mondiale face à la concurrence de l'indigo synthétique, était cultivé par les paysans pour des manufactures dont ils étaient les tenanciers. De même, les paysans qui plantaient la canne à sucre travaillaient pour des sucreries. Dans tous les cas, les producteurs ne profitaient guère des prix d'un marché libre. La commercialisation paysanne était donc très imparfaite et tous les paysans n'étaient pas égaux devant le marché. Seule une minorité pouvait pratiquer une agriculture véritablement spéculative et commercialiser des produits dans des conditions les plus rentables. Cet accès au marché était largement déterminé par les modalités de l'accès à la terre. Grand 2, une nouvelle codification des relations entre l'homme et la terre. Grand A, propriété et marché de la terre. La question des relations entre l'homme et la terre et la codification d'un système de propriété fut sans doute l'innovation majeure apportée par la colonisation en Inde. Elle ne produisit pas forcément un bouleversement social considérable, car bien souvent les situations acquises se trouvaient renforcées, mais elle contribua à rigidifier la société et à figer les différences sociales. Différents régimes de propriété et d'imposition foncière furent fixés au début de la période coloniale, variant en fonction de l'époque et des régions concernées. L'objectif de l'East India Company au moment de la conquête était de déterminer qui allait être chargé de payer les impôts. La tâche fut difficile car différentes catégories de personnes avaient des droits sur la terre et il n'existait pas de régime de propriété comparable au système en vigueur en Europe. Au Bengale, première province administrée par les Britanniques, le Permanent Settlement ou système zamindari a attribué la propriété de la terre aux zamindars, c'est-à-dire aux anciens responsables de la collecte des redevances sous les Moghols. Ils avaient été comparés à l'époque aux landlords britanniques qui avaient été les acteurs de la révolution agricole anglaise et les premiers administrateurs misèrent sur leur dynamisme. Le montant de l'impôt fut fixé une fois pour toutes en 1793. Le taux prévu, très élevé, dut ensuite être revu à la baisse. Dans les présidences de Madras et de Bombay, où l'on ne trouvait pas en général de classe sociale comparable à l'aristocratie du Bengale, la propriété de la terre fut attribuée aux cultivateurs, les Rayats, sous le Rayatwari Settlement. Ce choix, imposé à partir de 1820, était supposé plus juste que le précédent, même si dans les faits, ce sont les castes dominantes qui se virent reconnaître dans chaque village le droit de propriété. Enfin, un système intermédiaire, dit Mahalwari, fut mis en place par étapes à partir de 1822 dans l'ouest, de la plaine gangétique, puis au Punjab et dans l'Oud. À une époque où se répandait une vision romantique de la communauté villageoise, comme la cellule de base de la société indienne, et alors que les Britanniques réalisaient les défauts du Permanent Settlement. Sous ce régime, l'impôt pesait dans chaque village sur la collectivité des exploitants, à charge pour ses membres de s'en répartir la charge entre eux. La collectivité des propriétaires ainsi définie n'englobait cependant pas tous les cultivateurs mais se composait de l'élite paysanne qui employait des tenanciers. D'une façon générale, et quel que soit le système institué, une élite d'exploitants dominants se trouva partout investie de la maîtrise du sol, tandis qu'une part importante des travailleurs de la terre se vit exclue du marché foncier. Car à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, sous l'influence de la demande grandissante de la terre qu'entraînait la croissance démographique, un véritable marché de la terre se mit en place dans toutes les grandes régions agricoles. Grand B, le marché locatif. Simultanément, le marché locatif de la terre prenait son essor. Les tenanciers avaient eu à souffrir de l'instauration des régimes fonciers coloniaux qui avaient donné aux maîtres du sol, reconnus par le gouvernement, des droits de propriété pleine et entière en échange du paiement de l'impôt, sans fournir aux dépendants qui cultivaient le sol pour leur compte de garanties contre leur arbitraire. Jusque-là, les relations entre maîtres et tenanciers fonctionnaient comme une relation hiérarchique interdépendante, dans le cadre de la société des castes et au sein de la communauté villageoise, sur la base de la reconnaissance mutuelle de devoirs réciproques. Un partage codifié des produits de la terre ne donnait à personne de propriété exclusive. L'autorité absolue confiée aux propriétaires dans le cadre colonial paraissait, dans ce cadre, exorbitante. Des efforts furent entrepris au Bengale dès le premier tiers du XIXe siècle pour garantir des droits aux tenanciers, sans grand succès, tant il était difficile de contrôler les agissements des dominants dans des milliers de villages. Tant que la terre restait abondante, la solution pour le locataire pouvait toujours être de déguerpir ailleurs, mais sa condition se dégrada quand l'expansion de l'espace cultivé atteignit ses limites. La première grande loi de protection des tenanciers fut promulguée au Bengale en 1859, remplacée en 1885 par le Bengal Tenancy Act, qui servit de modèle ensuite.
Produit de difficiles compromis, ces lois fixaient dans des termes économiques modernes les catégories de tenanciers, leurs droits et leurs devoirs, les conditions d'augmentation des loyers et les moyens d'obtenir réparation en cas de défaillance. Leur objet était de préserver la paix et l'équité dans les campagnes, mais avec le souci de préserver les hiérarchies sociales et de s'assurer du soutien fidèle des élites de la société locale qui avaient parfois fait défaut lors de la révolte des Cipayes en 1857. Ces lois, plusieurs fois amendées, ne parvinrent jamais à réduire efficacement les abus qui sévissaient dans les campagnes, mais elles introduisirent une nouvelle conception des relations agraires. En théorie, le lien entre propriétaires et tenanciers n'était plus un rapport d'interdépendance, mais un rapport contractuel et marchand, entre des agents économiques aux droits définis. À partir du dernier tiers du XIXe siècle, on vit se mettre en place avec lenteur un marché des tenures. Les propriétaires en tirèrent bénéfice. Des opérations de cadastrage et d'enregistrement des droits et redevances agraires furent conduites de manière systématique. Mais pour que la loi de l'offre et de la demande puisse régir ce nouveau marché, il aura fallu que le gouvernement puisse faire respecter la loi dans les villages, ce qui était loin d'être le cas à la fin de l'époque coloniale. Grand C, l'endettement paysan. Les exploitants propriétaires ou tenanciers, profitant de la garantie des droits fonciers, virent leur capacité d'emprunt s'accroître. On estime que les 3/4 des paysans étaient endettés dans la seconde moitié du XIXe siècle. Les créanciers étaient des marchands prêteurs, professionnels mais aussi des paysans. Quiconque avait des liquidités les rentabilisait par le prêt. Cette dette paysanne était composée, d'une part, d'emprunts à court terme, gagés sur la récolte au taux ordinaire de 24 ou 25%, en général soldés dans l'année. D'autre part, de créances hypothécaires à plus long terme, gagées sur la terre. La législation coloniale contribua à un essor de l'endettement en codifiant de manière rigoureuse les relations entre créanciers et débiteurs. Dans la conception moderne de l'inviolabilité du contrat, cela mettait tous les atouts dans les mains du créancier. Ceci attira les prêteurs professionnels, et les autorités craignirent un phénomène massif d'expropriation, ce qui les amena à poser quelques restrictions au Punjab et dans le Deccan. Mais la principale parade fut de tenter le développement du crédit coopératif, mouvement qui fut lancé officiellement en 1904. En 1950, les coopératives ne couvraient cependant que 3% des besoins de crédit de la population agricole indienne. Grand D, le marché du travail. Il était à l'état d'ébauche dans la seconde moitié du XIXe siècle. L'esclavage domestique disparut, alors, mais de façon incomplète. La condition des ouvriers agricoles était souvent proche du servage. Les familles de dépendants fournissaient le travail agricole, les services domestiques et les prestations rituelles en échange de la subsistance, de la protection et du crédit. Les prestations de travail obligatoires, non rémunérées, restaient fréquentes au milieu du XXe siècle. Cette main-d'œuvre non libre était nécessairement très peu mobile. Une mobilité saisonnière existait cependant, mais rarement intégrée dans un marché du travail, avec des rémunérations faibles et souvent en partie en nature. À partir du début du XXe siècle, les salaires agricoles commencèrent à varier en fonction des prix. Mais après la Première Guerre mondiale, l'offre de main-d'œuvre excéda la demande, ce qui aggrava la situation de ces paysans sans terre. Une catégorie non négligeable de la population rurale se trouva totalement marginalisée par la codification de l'accès à la terre. Les nomades et les populations tribales, qui vivaient dans des espaces convoités par les sédentaires, cherchant à étendre leur culture ou gérés par l'administration coloniale par l'intermédiaire du département des forêts. Leur mode de vie traditionnel les rendait inaptes à correspondre aux différents critères permettant une reconnaissance de leurs droits sur la terre. Grand 3. Différenciation sociale et mouvements agraires. Grand A. Une polarisation sociale accentuée. La combinaison des différents facteurs que l'on vient d'examiner, mouvement de la conjoncture agricole, évolution démographique, développement des communications et de l'irrigation pérenne, progrès multiforme du marché, produisit sur le monde rural un accroissement des inégalités sociales. L'historiographie nationaliste des années 1950-1960 insistait sur cette aggravation des écarts sociaux dans les campagnes. Sous l'effet de l'endettement, les cultivateurs les plus pauvres auraient été massivement expropriés de leurs terres. Mais les acquéreurs, n'étant pas cultivateurs, ils auraient eu un comportement parasite néfaste au progrès agricole. L'historiographie plus récente a nuancé cette interprétation sommaire. Les transferts de terres ont sans doute été moins importants qu'au cours du siècle précédent, la colonisation et l'inégalité sociale dans les villages étant déjà très prononcées au XVIIIe siècle. Surtout, le pourcentage des terres acquises par des spéculateurs semble avoir été modeste. Les acquéreurs étaient le plus souvent des paysans riches. On n'observe pas non plus vraiment de croissance du pourcentage des paysans sans terre, qui représentait d'une manière constante environ 30% de la population agricole. Cependant, si la stratification sociale ne fut pas fondamentalement modifiée, les écarts sociaux se renforcèrent. Les prêteurs
ne cherchaient pas forcément à acquérir les terres de leurs débiteurs, mais s'arrangeaient plutôt pour les maintenir dans des situations d'endettement hypothécaire inextricables, les transformant en dépendants congédiables à merci. Les paysans riches firent l'acquisition de terres notamment grâce aux prêts à l'usure qu'ils pratiquaient. On a pu dire que la période 1860-1900, celle du grand essor du marché dans les campagnes, avait été l'âge d'or entre guillemets du paysan riche en Inde. Stokes 1978 pour la source. Cette affirmation, ensuite contestée, doit être nuancée par région. Mais la conjoncture était alors favorable à cette catégorie sociale. Ces dominants villageois n'étaient pas forcément propriétaires. Dans les régions où la propriété de la terre avait été confiée à une élite de type aristocratique, zamindar de l'Inde orientale, talukdar de l'Oud, la paysannerie dominante était composée de tenanciers riches qui exploitaient directement une main-d'œuvre d'ouvriers agricoles ou sous-louaient leur tenure par fragments à des métayers avec un bail informel et un paiement du loyer en nature. Les grands domaines étaient gérés par leurs maîtres absentéistes dans la seule perspective d'un prélèvement de la rente collectée par des patoiries, comptables villageois et des chefs de village. Ceux qui exerçaient véritablement le pouvoir dans les villages, c'était la minorité des principaux tenanciers. Propriétaires ou tenanciers, les paysans dominants étaient des exploitants de caste élevée, plus ou moins respectés, qui tenaient une place centrale dans la vie économique et sociale du village. Ils fournissaient des terres, du travail, du crédit, des moyens de transport, des aides et secours en période de crise, jouaient un rôle d'arbitrage en cas de litige et de protection pour la communauté villageoise. Plus instruits que la masse des paysans, pouvant produire en année normale de véritables surplus, ils étaient naturellement les mieux armés pour tirer profit des nouvelles conditions économiques et institutionnelles de la vie agraire. Ils avaient assez de terres pour pratiquer une agriculture commerciale, pouvaient stocker leurs surplus pour les vendre au meilleur prix, prêter à intérêt. La hausse des prix agricoles leur profitait au premier chef. La législation agraire coloniale donnait de nouveaux atouts aux plus riches. Propriétaires, ils continuaient à bénéficier de l'impunité ordinaire des dominants locaux. Tenanciers, ils disposaient de nouvelles armes face aux grands propriétaires. En tant que prêteurs, ils bénéficiaient du contexte légal de protection des contrats. Le mouvement coopératif lui-même favorisa leur prééminence. Une coopérative de crédit fonctionne en effet d'autant mieux que ses membres sont aisés. La coopérative renforce leurs privilèges en leur donnant accès à un crédit bon marché, alors que la masse des pauvres dépend des prêts traditionnels. Enfin, ils étaient davantage en mesure d'en profiter de l'irrigation pérenne, car si les nouveaux réseaux étaient gérés au sommet par l'administration coloniale, ils fonctionnaient dans le cadre des structures de l'économie villageoise. Or, l'accès à l'eau était conditionné par les facteurs hiérarchiques habituels, de caste, sur lesquels se greffait une corruption omniprésente. Grand B, l'agitation rurale avant Gandhi. Dans la première moitié du XIXe siècle, les déshérités du monde rural, paysans pauvres ou tribaux, manifestèrent leur souffrance par des mouvements sporadiques de résistance, notamment lors des conjonctures difficiles. Cela continua d'être le cas dans la seconde moitié du XIXe siècle. Infractions aux réglementations communales ou forestières, refus du travail, des prestations ou des redevances, migration de protestations, agressions individuelles ou collectives d'agents de l'autorité ou d'employés des grands propriétaires, vol de nourriture et pillage de boutiques lors de pénuries étaient des formes classiques de délinquance ou de violence agraire qui étaient généralement réprouvées par l'élite paysanne et faciles à réprimer car il s'agissait presque toujours d'initiatives localisées et inorganisées. Pour le gouvernement, la seule mobilisation inquiétante était celle des paysans aisés. Avertie, cette élite savait défendre ses intérêts contre les planteurs d'indigo européens qui exploitaient, comme au Bihar en 1868 et 1877, contre les zamindars oppressifs, contre les prêteurs, contre le fisc colonial, dans le nord de l'Assam en 1893, au Maharashtra en 1896-1897 et au Punjab en 1907. Les moyens de protestation coutumiers étaient en général pacifiques. Pétitions, grève de l'impôt, des loyers fonciers. Souvent, ces mobilisations étaient animées par l'idée classique que le pouvoir souverain était du côté des agriculteurs dans leur combat contre les oppresseurs. Ces mouvements ne remettaient pas en cause l'ordre établi et mobilisaient des fractions importantes de la population paysanne des zones concernées. Souvent, ce type d'agitation recueillait l'approbation prudente de l'intelligentsia nationaliste modérée qui commençait à se développer dans les villes. Grand C, mouvement gandhien et échec de la mobilisation paysanne. Quand Gandhi rentra d'Afrique du Sud en 1915, il anima d'abord en Inde des mouvements paysans d'envergure limitée, comme celui des tenanciers du district de Champaran au Bihar contre les planteurs d'indigo qui les exploitaient, en 1917.
Les succès des premières mobilisations firent de lui, dès 1919, la principale figure du mouvement nationaliste. Comment se fit la rencontre entre les revendications d'une élite urbaine occidentalisée et l'agitation agraire? Deux explications courantes sont avancées pour expliquer le phénomène. L'une, élitiste, voit ces grands mouvements comme l'aboutissement d'un travail efficace d'organisation et de propagande de l'intelligentsia en direction des masses paysannes inertes. L'autre, mécaniste, établit une relation de cause à effet direct entre le fléau récurrent des mauvaises récoltes, l'inflation du premier après-guerre, la dépression mondiale et le déferlement de l'agitation rurale. Mais l'analyse des mouvements ne montre aucune corrélation décisive, ni chronologique ni géographique, entre l'impact maximal des difficultés économiques et l'effervescence paysanne. Il faut donc chercher ailleurs. Il est évident que la popularité de Gandhi est ici décisive. Ses interventions déclenchaient immédiatement l'effervescence populaire. Ainsi en fut-il du mot d'ordre de non-coopération en 1920-1922. Des débordements multiples se produisirent en même temps. Brigandage, pillage de marché, transgression des réglementations forestières, perturbation des opérations de cadastrage. Toujours, le nom de Gandhi était évoqué. Son message dans les campagnes était efficace, moins par son discours que par son image, celle d'un renonçant, un pèlerin de la vérité, un homme de Dieu, un saint et un thaumaturge. La rumeur jouait un rôle essentiel dans une société en majorité illettrée, où l'information circulait principalement par la communication orale. Et la rumeur répandait à travers les campagnes le message messianique de Gandhi et la nouvelle du salut imminent qu'il venait apporter aux masses opprimées. Ainsi se diffusait l'idée que tout l'édifice existant des structures de pouvoir et de contrainte était près de s'écrouler. Ce tableau évoque les révolutions universelles qui accompagnent dans la littérature médiévale de l'Inde la naissance de certaines divinités. Gandhi était perçu comme un avatar descendu sur Terre pour y ramener le respect des normes éternelles et y restaurer la justice. Cette mobilisation comportait une faiblesse essentielle. Elle ne donnait lieu qu'à des explosions intermittentes, sporadiques, qui séparaient de longs intermèdes de passivité. Elle ne contribuait ainsi guère aux prises de conscience qui font la maturité des mouvements populaires, mais elle donnait un impact spectaculaire aux campagnes d'agitation lancées par l'élite issue des classes moyennes, qui en tirait des bénéfices importants. Elle eut donc un rôle capital dans le succès de la lutte pour l'émancipation de l'Inde. Mais les masses pauvres furent mobilisées pour un combat entièrement conçu et dirigé par la classe moyenne qui devint, à l'indépendance, la classe hégémonique. Le programme agraire du Congrès fut réticent et tardif, 1936. La classe moyenne qui le dominait ne voulait pas changer le monde, mais y asseoir sa domination politique. Dans les campagnes, c'était la paysannerie dominante qui constituait l'essentiel de la base rurale du Congrès gandhien. Elle encadrait des mouvements unitaires, et les consignes gandhiennes de non-violence servaient à éviter la radicalisation. Il y avait donc convergence d'intérêts entre la classe moyenne urbaine et l'élite paysanne. Il existait bien, à l'époque de Gandhi, des mouvements revendicatifs paysans, en marge de l'agitation nationaliste, comme le mouvement lancé par Baba Ramachandra dans l'Oud en 1920-1921, ou les Kisan Sabha, association paysanne des United Provinces dans les années 1930. Certains de ces mouvements, qui étaient souvent menés par une paysannerie aisée, eurent des tonalités socialisantes. Mais la gauche politique, qui aurait pu les relayer, restait politiquement faible. Par ailleurs, l'agitation paysanne ne mettait pas en jeu des oppositions de classe nettes, car des solidarités multiples s'interpénétraient dans les campagnes. Solidarité de caste, de tribus, de races entre guillemets, de communautés religieuses, et particularismes régionaux. La paysannerie d'une même région pouvait se mobiliser alternativement contre les amindars, les musulmans qui abattaient les vaches, et le fisc de l'administration coloniale. Si cette mobilisation de masse favorisa finalement l'émancipation politique et non la révolution sociale, c'est qu'elle s'effectua pour l'essentiel autour de Gandhi, et non de la gauche radicale, beaucoup trop faible. Le mouvement nationaliste constituait une base de rassemblement qui transcendait tous les particularismes sociaux. C'est seulement à la fin de la période coloniale que des mouvements paysans plus radicaux, encadrés par le Parti communiste indien créé en 1928, commencèrent à se développer. Tel le mouvement du Telangana dans le sud entre 1946 et 1951, préfigurant les luttes paysannes dans l'Inde indépendante. Conclusion, à la fin de l'époque coloniale, les campagnes de l'Inde présentaient un tableau classique du sous-développement agraire, caractérisé par la surcharge démographique de la terre et l'excès de main-d'œuvre dans un contexte de croissance accélérée de la population, par l'immobilité ou l'évolution trop lente des techniques agricoles et par la faiblesse des rendements moyens. Une pauvreté de masse et le rôle majoritaire de l'agriculture de subsistance, la persistance des contraintes dans les relations agraires et l'importance des écarts sociaux
était à l'origine d'une délinquance agraire chronique et de poussées récurrentes d'agitation paysanne. L'explication de cette stagnation, ce n'est pas, comme on l'a beaucoup écrit à l'époque coloniale, la mentalité conservatrice du paysan et la résistance à tout changement. L'exploitant, en Inde comme ailleurs, est capable de décisions rationnelles, et il est sensible au mouvement des prix quand il a véritablement accès au marché libre, ce qui, nous l'avons vu, n'était pas souvent le cas. Mais au milieu du XXe siècle, il n'était plus possible pour lui d'étendre sa surface cultivée, et les rendements, compte tenu des technologies disponibles, ne pouvaient guère s'améliorer. Par ailleurs, la faiblesse du revenu par tête faisait obstacle à la formation du capital. Le crédit traditionnel, beaucoup trop onéreux, ne constituait pas un recours, et le crédit coopératif institué par le gouvernement restait très sélectif et donc peu développé. Du fait de l'inégalité d'accès à la terre, au crédit et au marché, le capital ne s'accumulait qu'entre les mains de la minorité dominante des grands propriétaires, des paysans riches et des marchands prêteurs ruraux. Cette accumulation était souvent d'une nature parasitaire et prospérait dans un contexte colonial où les firmes capitalistes et l'État lui-même renforçaient les formes traditionnelles d'influence et de contrainte du monde rural et où le prêteur, protégé, renforçait son emprise sur la paysannerie comme jamais par le passé. Une part notable du capital ainsi accumulé s'évanouissait en consommation stérile, en particulier chez les grands propriétaires, le reste étant investi dans la spéculation commerciale sur les produits agricoles ou dans le prêt à intérêt. Les facteurs culturels ont pu expliquer, dans certaines régions, notamment au Bengale et en Inde du Nord, la faiblesse de l'investissement productif, mais ce qui a joué surtout, c'est la faible rentabilité des activités agricoles, surtout là où l'État n'est pas intervenu pour favoriser les progrès techniques. Le défi pour les dirigeants des deux États issus de l'Inde coloniale serait notamment, dans un contexte de forte croissance démographique, de favoriser les investissements permettant une hausse des rendements. Mais il faudra attendre les graves crises agricoles du début des années 1960 pour que la Révolution verte commence à répondre à cette exigence.